Salut, c'est les Jérôme. C'est l'heure du bilan du chantier qu'on a entrepris sur la tourelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on clôture les travaux pour cette année, on doit terminer quelques petites choses pour protéger l'édifice. En premier, on veut remettre en place la couverture en zinc qui protège les pierres de taille du bandeau. Et pour l'instant, le zinc n'est que maintenu avec des briques. Pour cela, on va remettre les pattes de maintien. Enfin, on va refaire celles qui sont toutes rouillées et on a justement quelques morceaux de tôle de récup. On retire tout. Et sur la partie qu'on n'a pas restaurée, il reste un peu de nettoyage à faire. Et puis on a percé et mis des chevilles dans la pierre pour fixer les pattes. La patte vient s'insérer dans le boudin du zinc, ce qui le maintient en place de manière invisible et étanche, car il ne faut pas le percer. Par contre, aux jonctions, il doit être soudé, comme c'était le cas avant qu'on démonte. Même si on a pu voir des soudures, pas toujours très réussies, on dirait un peu brouillon quand même. On s'est déjà un peu équipé en vue de refaire la couverture, alors on a un fer de zingueur à disposition. L'occasion de se familiariser un peu avec cet outil. Le zinc a été bien décapé et on va déjà faire 2 points de soudure. La pierre ammoniacale sert à décaper la panne du fer qui s'oxyde et permet un bon étamage de celle-ci. Alors, un peu de flux et on pointe. Bon, ça ne va pas des masses. Et en fait, le zinc est vraiment fort oxydé et usé pour pouvoir le souder. On a fait un autre essai sur une jonction où il y a une plaque de zinc qui semble plus neuve. Et là, il n'y a pas photo. Sur la partie en bon état, plus lisse, la soudure tient bien en place. Alors que sur le vieux zinc, ça n'accroche pas du tout. Et de fait, malgré les décapages, il y a trop d'oxydation en profondeur et la surface est comme rongée. Bon bref, le zinc est un peu au bout de sa vie. Cela ne sera donc pas possible de souder toutes les jonctions, on va devoir faire autrement. Et on a retrouvé un vieux rouleau d'étanchéité de récup qui fera tout à fait l'affaire, on a bien fait de le garder. Toutes les jonctions ont donc été étanchéifiées avec cette solution de fortune, peu esthétique il faut dire, mais c'est en attendant le jour où on reposera du zinc neuf. Autre point d'attention, les briques proéminentes qu'on a maçonnées pour faire la corniche, il ne faudrait pas qu'elles soient trop exposées et absorbent beaucoup d'eau. Et comme la corniche ce n'est pas pour tout de suite, il faut protéger. Et d'ailleurs même la corniche était protégée avec du zinc. On peut même voir qu'une entaille a été pratiquée dans la maçonnerie pour bien faire rentrer le zinc et prévenir des infiltrations. Sauf que lors des travaux passés, lors du rebouchage avec du ciment, ce principe n'a pas été conservé et le petit morceau de zinc n'atteint même plus le mur. Et en plus, il est attaché avec des vis traversantes. C'est pas pour rien qu'il y a des infiltrations de ce côté. Bref, ici aussi, on a remis en place temporairement la protection et appliqué la bande pour étanchéifier un minimum. Toujours dans un but de protection, sur les seuils, on a appliqué un hydrofuge. La pierre, même reconstituée étant absorbante, on veut éviter un développement de mousse ou de lichen, comme on peut le voir ailleurs. Et de fait, ça joue bien son rôle. Après une pluie battante, l'eau n'adhère pas. Dernière chose, on a reposé les descentes pluviales. Les colliers de fixation étaient arrimés dans les pierres de taille, en principe on perce dans les joints, mais comme on vient de tout rénover et que cette descente n'est pas définitive, on a décidé de plutôt l'arrimer sur le côté dans le crépi béton. Et voilà, on va pouvoir démonter l'échafaudage.
qu'on peut enfin voir le résultat qui jusqu'ici était caché. Cela remet bien en valeur la façade et les pierres de taille, avec la verrière au centre, entourée des deux parties symétriques en briques. On ne se rend plus très bien compte d'où on vient, alors on ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit avant-après. Malgré quelques petits problèmes, on est assez content du résultat. Mais du coup, on va revenir un petit peu sur ce chantier et les leçons à en tirer. Première leçon pour nous, c'est le temps que tout cela a pris. On a un peu sous-estimé le temps que cela nous prendrait, et sur la fin, on a un peu été pris par le retour du mauvais temps, et on n'a pas pu terminer la partie près de la petite fenêtre. Bon, en plus, le linteau de cette fenêtre est venu se rajouter sur la liste, et puis on a perdu pas mal de temps à chercher des solutions et faire des essais, et aussi trouver le matériel, car les barres en acier duplex et fibres de verre, ça n'a pas été facile de les obtenir. Pour nous, avec les travaux, c'est toujours difficile d'estimer les délais quand on ne maîtrise pas tous les paramètres et qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber en cours de route. Alors c'est sûr, à refaire maintenant, on irait bien plus vite vu qu'on sait quoi et comment faire et où trouver le matériel. Les réparations ont été plus difficiles que prévu, et l'air de rien, tous ces enduits et leur préparation, ça nécessite du temps et de l'huile de coudre. Il y a tout de même eu un petit souci avec notre travail, car on constate en ce début de printemps que le bas de la réparation de la colonne, une pierre fort endommagée, n'a pas tenu. À vrai dire, c'est l'enduit de finition, fait uniquement à la chaux, qui n'a pas bien passé l'hiver et les fortes gelées. Mais la couche de fond est bien solide. On avait fait la finition à la chaux pour rendre l'enduit extérieur plus perspirant que celui des couches internes, mais cela l'a aussi rendu moins résistant, et en fait le fond du problème c'est que le souci d'humidité n'a pas été entièrement résolu. Cette partie est soumise au rejaillissement d'eau quand il pleut, c'est-à-dire les éclaboussures, et il est vite mouillé. Et en plus on avait trop mouillé les pierres pour les enduits, et cela n'a pas eu le temps de bien sécher avant l'hiver. Mais surtout, on n'a pas encore réglé les problèmes de remontée capillaire, car l'eau s'accumule sous la dalle béton. Et tant qu'on n'aura pas résolu cela, on aura toujours des soucis. Donc cette partie, on la refera dans un second temps. Sinon, on n'a constaté aucun autre problème ailleurs sur la façade. Concernant l'échafaudage, comme on l'avait prévu, à peine retiré, il a déjà été réutilisé pour de petits travaux sur un abri, donc un équipement très utile pour nous et qui servira à de nombreuses occasions. Alors revenons maintenant sur ces briques, enduits et couleurs de joie. Cela a été une réflexion assez difficile. Pourtant, ça fait des années qu'on observe le bâtiment et on voit bien ce qui a été fait et ce qui semble d'origine. Le plus difficile, c'est de comprendre la logique, le pourquoi, car tout n'est pas fait de la même façon et c'est dur de clarifier les intentions et les méthodes employées. Venons-en au fait. Partout où les murs en briques semblent encore d'origine, les joints sont de couleur foncée. Sur certaines parties où il n'y a pas assez d'épaisseur pour poser une brique, un enduit de la même couleur que le joint a été appliqué. Puis, des faux joints blancs ont été repassés par-dessus le tout, mais cela ne tombe pas dans le joint existant, c'est un peu brouillon. Et ce n'est pas comme ça partout, un coup tout est enduit, un autre juste certaines parties. Et la repasse du joint n'est pas toujours bien faite, soit juste en surface ou parfois plus profonde. Ce qui nous a fait nous décider d'opter pour les joints foncés, proches de la brique, c'est qu'en observant la maçonnerie, on s'est rendu compte que les joints entre les rangées de briques étaient assez inégaux. Et on a compris pourquoi, cela dépend des pierres de taille. Comme elles ne font pas toutes la même hauteur, le nombre de briques qu'on peut caler sur une hauteur varie, et ce n'est pas toujours divisible. Comme par exemple ici, ils en ont mis 5, assez serrés,
et puis au-dessus 3 mais avec de plus gros joints, puis ensuite 4 et 4 mais avec des épaisseurs de joints très différentes vu que la hauteur des pierres n'est pas la même. Alors sur les bordeaux de la tourelle où on a fait nos rangées de briques de hauteur égale, les joints ton pierre ou clair auraient été jolis, mais sur cette partie où l'on ne change pas la disposition des briques, des joints clairs vont faire fort ressortir ces différences. Et on pense que c'est la raison pour laquelle des joints proches de la couleur des briques ont été appliqués. Encore qu'il y a peut-être une autre explication, comme on va le voir. À ce moment-là, en tout cas, c'était nos conclusions, et ce qui a motivé la couleur de joint foncée, même sans repasse en blanc qu'on trouve un peu flashy. Sauf qu'en fait, c'était pas tout à fait ça. Il se trouve que par hasard, on a fini par comprendre, après les travaux. En vue de pouvoir refaire la corniche moulurée en plâtre, on a commencé à chercher où on pourrait se procurer du plâtre gros ou plâtre d'extérieur, chose qui s'avère très difficile à trouver, en tout cas par chez nous. Finalement, on est tombé sur le site des plâtres Vieux Jo, et là, en fouillant dans les produits, on voit qu'ils proposent aussi des plâtres dits stuc pierre et stuc brique. Et paf! Tout d'un coup, ça s'est mis en place dans nos têtes. Mais bien sûr, cette technique qu'on découvre était assez répandue en région parisienne à l'époque, et justement l'architecte qui a fait les transformations à Oli était parisien. Il faudra d'ailleurs qu'on en parle un jour car on en sait un peu plus. L'idée de ces façades en plâtre, c'est de réaliser des enduits imitant la pierre ou les briques de façon idéalisée. D'abord une première couche d'enduit à la texture et couleur désirée. Ensuite, les joints sont recreusés dans l'enduit, puis une nouvelle couche de plâtre blanc est passée par-dessus et grattée à la truelle Berthollet. On aurait peut-être pu trouver ces renseignements si cela avait été fait correctement sur notre bâtiment. Mais chez nous, c'est un peu un mélange de tout, ce n'est pas fait de la même façon partout. Parfois, les joints ne sont qu'une repasse de céruse, et à d'autres endroits, le joint a bien été creusé et un enduit plâtre de même type, non coloré, a été ajouté. Par endroits, de plus grands espaces sont remplis tout en enduit, comme ici, ou comme cela devait être le cas sur la colonne de la tourelle, ou encore sur les pierres de chaînage. Mais la plupart du temps, ce ne sont que les joints qui sont enduits en stuc brique. Alors qu'en fait, ces enduits imitation briques doivent se faire partout, sur toute la surface. Est-ce que les briques n'ont pas été mises suffisamment en retrait? Était-ce juste pour cacher l'inégalité des joints? Ou tout simplement un manque de compréhension de la technique à réaliser, puisque ça n'était pas très courant dans la région? Le mystère reste entier. Toujours est-il que cela ne nous a pas aidé à comprendre. On a même contacté la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, de notre région pour avoir leur avis et de savoir s'ils avaient déjà vu cela sur d'autres bâtiments, mais on n'a pas reçu de réponse. Enfin, maintenant, c'est clair, ce sont des joints en plâtre, ce qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus profond dans la couleur, car cela n'éclaircit pas comme de la chaux. Bon, on doit vous dire que sur le moment, quand on a découvert le poteau rose, on a été très déçus. On avait la sensation d'avoir raté et mal fait la chose. Bon, on était très fatigués et on se relâchait avec la fin des travaux. Alors, que faire? Bon, avec un peu de recul, ce qu'on a fait n'est finalement pas si mal. On n'est pas trop convaincu par l'aspect trop idéalisé et trop parfait d'un stuc brique aux joints très blancs, même si c'était l'idée d'origine, chez nous cela n'a pas dû être fait comme tel. Dans le même temps, ne faire que les joints colorés, ce n'est aussi qu'une moitié de la méthode. Alors, comme cela nous plaît et que c'est fort proche de ce qui était fait, on pense qu'on va continuer de cette façon, mais en plâtre évidemment. Reste à trouver du plâtre adapté. Finalement, on se dit que c'est bien d'avoir enfin les clés en main en n'ayant fait qu'une petite partie et pas toute la rénovation, quitte à refaire ce qu'on a déjà fait. Enfin, si on se décide que c'est vers cela qu'on veut aller, il faut vraiment qu'on laisse décanter et qu'on y réfléchisse. Pendant le chantier, on en a aussi profité pour examiner ce qui se cachait sous le crépi dans l'angle du bâtiment. Car sur les photos anciennes, on peut observer des colonnes en briques qui bordent les deux côtés du bâtiment avant les tourelles. Et à chaque étage, il semble y avoir une pierre moulurée, comme il y en a justement une encore présente tout au bout de la verrière. On a donc voulu voir si les briques étaient toujours présentes sous le crépi. La réponse est oui, mais elles ont été rabotées de moitié. Il y a aussi eu un remplissage avec des pierres de taille, mais pas comme chaînage car elles rentrent à peine. À ce qu'on peut voir, ce sont aussi des briques oranges comme celles de la maçonnerie de la tourelle.
Étrange, car la colonne encore existante est composée de briques différentes, plus foncées. Encore qu'à l'intérieur, sur les morceaux cassés, la teinte est différente. Et à vrai dire, on se demande si avec le temps la couleur n'a pas changé. Car il y a quelques années, on avait remis à jour une partie de briques dans notre cuisine qui était aussi très orangée, comme ce qu'on voit derrière le crépi. Mais depuis, on trouve qu'elles ont rougi, comme si l'oxyde de fer avait un peu foncé avec l'humidité et l'exposition à l'air. Bon, c'est pas certain. Tout comme de l'autre côté de la tourelle, où l'on a mis à jour les briques du côté intérieur et qui semblent plus rouges en surface. Et question briques, le mieux qu'on a trouvé jusqu'ici, en briques neuves, ce sont des briques au ton assez intense dont la couleur n'est que superficielle, mais proche de ce qu'on recherche, et la texture et le format sont presque bons. C'est très difficile, alors même si ce sont des briques modernes, cela pourrait peut-être convenir. Mais là où ça fait mal, c'est aussi qu'on est à plus de 3 € la brique. Et paf! Rien que pour les 2 colonnes, il nous en faudrait presque 1500. En tout cas, ça se mettrait bien sur la colonne qui se termine par le retour en pierre, on a regardé, mais ce serait tout de même un gros budget juste pour quelque chose d'uniquement esthétique, alors qu'on a plus urgent. À voir. Et quand on y pense, les cheminées aussi devaient être en briques de même type, la seule 98 encore à ce jour a été refaite avec des briques d'un autre format et d'une autre teinte, et en plus d'une manière peu soignée, et en plus elle penche. Mais on peut voir à sa base dans le grenier que les briques d'origine sont bien celles du format ancien et d'une autre teinte. Alors là, on parle de plusieurs milliers de briques. Sinon, une autre solution serait de faire un enduit par-dessus tout. Et pourquoi pas, maintenant qu'on a pris connaissance de la technique du stuc brique, quitte à faire les joints plus foncés et pas blancs. Encore bien des points sur lesquels réfléchir. Comme vous le voyez, ce chantier a été long et a soulevé beaucoup de questions. Mais malgré tout, on reste assez satisfait de ce qu'on a fait. Ce n'est évidemment pas parfait, mais fait avec tout notre cœur et motivation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.